Chers téléspectateurs, bonsoir, bienvenue à ce premier numéro de votre émission en français Opinion politique qui aspire à être une tribune pour la classe politique dans sa diversité, pour les intellectuels, les économistes, les juristes et l'ensemble des acteurs pour discuter à bâton rompu de tous les aspects de la vie nationale. Cette première émission, nous l'avons consacrée à la politique générale du gouvernement, présentée ces derniers jours par le Premier ministre devant le Parlement. Et pour ce faire, nous avons invité sur ce plateau des responsables de l'opposition comme de la majorité pour débattre de cette politique générale du gouvernement, ses points forts, ses faiblesses et les mécanismes de sa mise en œuvre. Je m'empresse à présent de vous présenter mes invités ce soir. Monsieur Ladi Traoré de l'Alliance populaire progressiste. Bonsoir, Monsieur Ladi. Bonsoir. Docteur Ahmed El Sayed du parti Tawassul. Bonsoir, Ahmed. Bonsoir. J'ai avec moi comme invité aussi Monsieur Zeni ou Ahmed Hadi de l'UPR. Bonsoir. Bonsoir. Et M. Amadou Abouba de l'UPR également. Et j'attire votre attention, chers téléspectateurs, que vous pourrez vous exprimer au cours de cette émission sur la page Facebook de l'émission qui apparaîtra d'un moment à l'autre sur l'écran. Et pour commencer, je vous invite, chers invités, à suivre le premier axe de la politique générale du gouvernement, à savoir le renforcement des fondements de l'État, de droit et l'amélioration de la gouvernance publique dans ce sujet présenté par Rabi Adeida. Axe stratégique de la politique générale du gouvernement 2015-2019. Renforcement des fondements de l'État et amélioration de la gouvernance publique. Renforcement des missions de souveraineté et l'État de droit. Services et infrastructures. Généralisation des services de la protection civile et création de centres de secours dans les grandes villes et d'un centre de veille et de gestion des crises. Droits de l'homme, promotion des droits de l'homme, égalité, solidarité sociale, éradication des séquelles de l'esclavage à travers l'accès aux services de l'eau, de l'éducation et de la santé. L'information. Compléter le cadre juridique de la presse et la société civile par la mise en place d'un programme d'appui structurel et institutionnel à la presse et à la société civile. Relever le niveau de la gouvernance diplomatique. Développer la portée économique de la diplomatie à travers la diffusion d'informations sur les potentialités économiques et culturelles du pays. Gouvernance économique. Assurer l'équilibre macroéconomique. Investissement et meilleure gestion des ressources de l'État. Révision de la politique monétaire et financière et diversification des ressources de financement. Gouvernance territoriale. Élaboration d'un cadre de la réforme territoriale. Création de pôles régionaux de développement et appui aux collectivités locales, adoption d'une stratégie nationale de lutte contre la sédentarisation anarchique, gouvernance environnementale, renforcement du cadre institutionnel et exécutif du suivi et de gestion de l'environnement. Voilà, c'était le premier axe de la stratégie de la politique générale du gouvernement pour l'année 2015-2019. Quelle réaction par rapport à ce que vous venez d'entendre, M. Ladi Traoré? Je vous remercie beaucoup. D'abord, je tiens à féliciter la télévision de Mauritanie d'ouvrir de tels débats parce qu'au fond, le pays en a besoin, l'opinion en a besoin, la classe politique a besoin de débattre de ces points de vue, de les faire savoir à l'opinion nationale et internationale, parce que vous êtes écoutés à travers le monde. Je crois que ceci va dans le sens du renforcement d'abord de la démocratie. Parce que s'il n'y a pas accès aux médias publics, je pense que c'est un grand gap que nous avons vécu jusqu'à présent avec beaucoup d'amertume, parce qu'il faut bien le dire. Le gouvernement s'exprime, les partis de la majorité s'expriment, on interviewe les gouvernements, etc., mais jamais on entend la voix de l'opposition. Je crois que ceci est une première et je tiens à vous en féliciter. Merci. Ahmed? Je ne pourrais me passer d'exprimer également moi aussi l'importance de cette émission pour moi et pour le parti Tawassul, qui se veut en partie de
l'opposition au premier rang, qui veut avoir un moyen pour permettre à son message de passer. Je pense que cette opportunité est très importante pour nous, puisque nous sommes avec un nouveau gouvernement qui vient de déclarer devant le Parlement son programme pour 5 ans. Il y a sur le premier axe, déjà, il faut qu'on note quelques remarques. La remarque qui concerne l'implication de l'armée nationale dans soi-disant le développement économique du pays, qui n'a pas son rôle. Dans cet axe-là, on dit que l'armée va participer au développement de la santé, de l'éducation et d'infrastructures. Ça, ce n'est pas le domaine de l'armée. Ça, c'est une implication d'un corps qui est très important, qui est très respectable et qui ne doit pas se mêler à un côté qui concerne surtout les civils. On aura à discuter, Ahmed, amplement des point par point au cours du premier axe, qui a été la politique, qui a été les fondements de l'État, voilà, et l'amélioration de la gouvernance politique. Je pense que quand même que ce point est l'axe le plus important. D'accord, on passera point par point, Inch'Allah, à l'ensemble de ces discussions. Monsieur Zeni, une première réaction par rapport à ce premier axe stratégique? Moi, je salue, je suis un peu à l'instar de mes amis, je salue votre initiative. Je trouve qu'il est important que les différentes composantes du paysage politique se retrouvent de temps à autre autour d'une même table pour chacun émettre son point de vue sur des questions fondamentales de l'heure. Donc je salue votre émission. Je précise toutefois que c'est un segment de ce programme qui consistera à donner davantage d'autonomie aux mass médias publics pour leur permettre justement de jouer pleinement son rôle. Donc c'est important Radio Mauritanie et Télévision de Mauritanie sont liés par des contrats spécifiques avec l'autorité de régulation des télécommunications, du secteur des télécommunications. Ça leur donnera davantage donc c'est juste pour anticiper, c'est un point de ce programme, et c'est pour aller dans le sens de ce que disait M. Ladi, qu'effectivement c'est extrêmement important que chacun ait sa place au soleil dans l'univers des mass médias, et que c'est un point très fort de ce programme qui est entre vos mains. Monsieur Ba. Merci beaucoup. À mon tour, je vous remercie de m'avoir invité à prendre part à ce débat. Et je voudrais dire, dans un premier temps, que notre plateforme de ce soir, comme l'a si bien dit mon grand frère, M. Ladi Traoré, est une ouverture. Et cela a été annoncé. On peut déjà donc considérer que c'est l'entrée en vigueur d'un des points de la politique générale du gouvernement. C'est-à-dire l'égal accès de tous les compétiteurs politiques aux médias publics. Et aujourd'hui, la télévision de Mauritanie peut se targuer de l'honneur d'avoir franchi ce pas qui est décisif dans le processus d'une Mauritanie plurielle où tous les compétiteurs sont égaux devant l'accès aux médias. Et ça, véritablement, aujourd'hui, ce plateau le reflète bel et bien. Et ça faisait partie de l'un des actes majeurs de la déclaration de politique et de la revendication des partis de l'opposition. Et je vous en félicite. Merci beaucoup. Voilà. Si vous voulez, on aborde le premier point du premier axe stratégique, à savoir le renforcement des missions de la souveraineté et de l'état de droit. Par vous, commencez là où vous voulez, par Zeni ou par Ladji ou par Ahmed. Vous voulez. Je crois qu'Ahmed avait déjà fait un avant-goût. Oui, pour les taux de décision. Vous avez réagi. Bon, oui, allez-y, doyen. Vous avez donné un avant-goût. Vous avez réagi d'abord. Peut-être que
dans les choses, le fond compte beaucoup, mais la forme aussi compte beaucoup. Nous, en tout cas, à PP, nous avons regretté beaucoup que le Premier ministre lui-même n'ait pas eu à répondre aux questions des députés. Quand même, l'Assemblée nationale, c'est, disons, l'autopouvoir quand même du pays. Le pouvoir législatif, c'est extrêmement important. Il faut le respecter, il faut le laisser s'exprimer. Il faut répondre à ces questions, à ces préoccupations. Et je crois que c'était d'autant plus un peu frustrant que l'opinion s'attendait à ce débat important sur des sujets aussi importants. Mais ceci étant, je crois qu'on va aller dans le vif du sujet. Ceci peut-être c'est quand même une insuffisance. Je pense qu'au-delà, effectivement, des partis politiques en tant que tels, des représentants du gouvernement, sa politique, je crois qu'il faut aussi donner la parole et inviter les différents segments du pays, à la fois la société civile, les responsables politiques, l'ensemble des communautés pour qu'elles s'expriment. Parce qu'au fond, les médias, c'est ça, au fond. Les médias, c'est l'ouverture, c'est l'éducation, c'est le débat. C'est ça la démocratie. Si on veut le renforcement des fondements de l'état de droit, je crois qu'il faut d'abord faire jouer aux médias leur rôle. Et leur rôle, ce n'est pas aussi seulement la classe politique. Je respecte beaucoup mes collègues ici, mais il faut aussi, nous devons aussi être un peu modestes. Nous ne sommes pas toute la Mauritanie. Nous sommes des représentants de l'opinion, de partis politiques, mais aussi il y a d'autres composants, d'autres forces qui doivent s'exprimer à travers ces médias. Je crois qu'il faut y venir. Maintenant, si on doit aller dans le vif du sujet, le fondement de l'état de droit, c'est d'abord le respect, comme je le disais tout à l'heure, d'entrée de jeu, le respect des différentes institutions, de la République, des différents pouvoirs, législatifs, exécutifs, etc., judiciaires. Ceci est extrêmement important parce que, mais où est-ce qu'on en est? Je crois qu'il ne faut pas rapidement jeter des flèches ou des fleurs. Je crois que c'est un grand début parce qu'il y a encore quelques couacs. Par exemple, ce qui s'est passé à l'Assemblée année 1. Maintenant, je crois que le renforcement des fondements de l'État de droit, c'est aussi avoir le courage d'aborder les problèmes de fond qui, historiquement, que le pays confronte historiquement. Par exemple, vous avez dit dans le discours du Premier ministre, les séquelles, l'éradication des séquelles de l'esclavage. Mais il n'y a pas que des séquelles d'esclavage dans ce pays. Il y a l'esclavage dans ce pays. Et comme dans tous les pays du monde où il y a eu esclavage, il y a ces séquelles qui vont durer peut-être encore beaucoup de temps. Parlons les choses franchement. On parle d'esclavage. Notre diplomatie, où est-ce qu'on en est? Nous sommes effectivement à la tête de l'unité africaine. Le président s'est beaucoup déplacé. Mais moi qui suis un peu vieux en politique, je rêve d'une période où la voix de la Mauritanie était non seulement écoutée dans son pays, mais était écoutée à travers le continent. On ne faisait pas seulement se déplacer. Le président Mokhtar Ould Daddah, aujourd'hui, Yarhamou, il y a des capitales du continent africain qui ont mis l'essentiel des grandes avenues de leur pays au nom de Mokhtar Ould Daddah. Il faut le reconnaître. Donc traditionnellement, la Mauritanie a un grand rôle diplomatique à jouer dans le monde arabe comme dans le monde continent africain et qui est aussi le joint des deux. C'est extrêmement important. Donc nous sommes un pays qui n'est pas n'importe lequel, c'est un pays extrêmement important dans le monde, malgré notre petit nombre, notre situation et la modestie de nos moyens. Nous sommes un pays qui sur ce plan est un pays extrêmement important. Extrêmement important. Donc je crois que le renforcement des fondements de l'État, c'est aller au cœur des problèmes. Voilà. La cohabitation des communautés. La cohabitation des communautés. Ce sentiment de frustration que les communautés négro-africaines ressentent, etc. Le retour des déportés et des réfugiés et la solution à certain nombre de problèmes que nous avons vécus dans les années passées. Je crois que M. Ladji anticipe souvent sur les points qu'on aura à discuter amplement. Mais les fondements de la démocratie, le renforcement des fondements de l'État, où en est-on justement? Cet axe est l'axe en réalité majeur dans ce programme, puisqu'il touche aux problèmes sensibles et importants pour le pays.
la souveraineté et l'existence de l'État, déjà, on dirait qu'il y a un sentiment de menace sur l'existence de l'État. Et qu'il faut que le pays fasse un effort important pour assurer la souveraineté. Je vis dans l'activité du gouvernement, plan d'activité du gouvernement qui est contraire à l'exposé au départ. Il parlait seulement d'une période de 2015 à 2007. Il parle surtout du ministère de l'Intérieur et du ministère de la Justice, comme deux départements concernés par cet axe. Le problème, ça soulève un problème majeur. Il y a un sentiment de paupérisation de la souveraineté de l'État. Je pense que l'exemple de la semaine passée au niveau de la prison civile donne une image déjà sur l'État, le fondement de l'État, effectivement. Et surtout que c'est un événement qui concerne en réalité le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Justice, et même le ministère de la Défense, puisqu'en réalité, les gardes nationales, c'est fonctionnellement de l'armée. Et nous avons un problème. Un problème qu'on doit le voir en face et chercher tous à conserver et à préserver l'existence de l'État, puisque l'État, en réalité, nous concerne tous, majorité et opposition. Dans cet axe également, on parle il y a un souci de cohésion sociale dans ces pays. Et c'est un problème majeur. Puisque dans ces dernières années, il faut dire que ces dernières années, ce sont les dernières années des revendications d'ordre ethnique, d'ordre sectaire, d'ordre régional, d'ordre même tribal. Et ça reflète en réalité la profonde crise de l'identité qui est maintenant... et surtout la paupérisation également de la conception majeure de la citoyenneté. Le sentiment de la citoyenneté n'existe plus. Sinon, comment expliquer qu'il y a des Nord-Africains qui revendiquent leur identité, des forgerons, des Arabes, des Ouaya, de n'importe qui, des Haratines? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que sur le plan citoyenneté, il y a un problème. Et l'État, c'est quoi? On dit de l'autre bord aussi que c'est à cause de la liberté d'expression également, que chacun est libre de s'exprimer. Mais c'est bien, c'est une avancée qui est importante. Mais n'oubliez pas une chose. L'État, c'est quoi? L'État, c'est une personnalité morale qui est en général juste, qui est neutre et qui cherche l'intérêt public. Si vous voyez qu'il y a des revendications de ce genre, il faut s'expliquer sur les fondements de l'État lui-même. Est-ce qu'on est toujours dans un État au vrai sens juridique, politique et social du mot? Et il faut avoir le courage de confronter les problèmes et chercher à les solutionner. Ça, c'est notre devoir à tous. Majorité et opposition. Les querelles, on peut les laisser pour des stratégies de la gestion du pays, mais il y a des choses qui sont élémentaires, qu'il ne faut pas les dépasser. Il faut avoir le courage de dire, nous avons un problème d'identité. Nous avons des problèmes qui devaient être solutionnés au départ à l'indépendance, qui n'ont pas été solutionnés. Il faut... Le problème des langues, c'est une révélation en réalité d'un problème d'identité. C'est une revendication d'identité. Les Négro-Africains parlaient toujours l'arabe. C'est des musulmans, plus que les morts. Et ils sont connus historiquement que les Négro-Africains sont plus en réalité attachés à l'islam
et plus salafiste, j'allais dire, qu'elle est morte. Il y a un problème d'identité au départ qui n'a pas été solutionné. Et il y a un problème également de paupérisation, effectivement, de la constitution de l'État. Il faut avoir le courage de le dire et de le traiter. Vous savez, moi, je suis un peu désolé, parce que je pense que le discours politique doit s'arrêter là où commence l'unité nationale, là où commence l'intérêt de tout un pays. Et je pense qu'il y a des questions fondamentales sur lesquelles nous et nos amis de l'opposition devons avoir des positions convergentes. Par exemple, la France. Quand le journal Charlie Hebdo a été attaqué, les premiers à avoir soutenu le gouvernement, c'était le Front National. Tout le monde pensait que le Front National allait sauter sur l'occasion et allait dire que c'est les Arabes, c'est les immigrés et tout. En fait, il y a des questions fondamentales sur lesquelles tout le monde doit être d'accord, toute la classe politique doit se sentir concernée. Je fais allusion au problème de la crise qu'il a effleuré, le problème récent qui s'est passé il y a quelques jours. Ça, c'est un problème qui nous concerne tous. Et donc, je crois que sur cette question, l'occasion n'est pas de tirer sur l'État, n'est pas de dire que l'État n'a pas rempli ses fonctions. Non, c'est peut-être de trouver les meilleures voies et moyens de lutter contre ce genre de fléaux qui sont des problèmes qui sont des fléaux de société. Donc je dépasse cela. Je pense aussi qu'il y a des questions sur lesquelles on doit... Je reviendrai à certaines choses. Je parle de la diplomatie. La diplomatie, notre ami Ladi Traoré, on n'est pas encore, on est juste au niveau du renforcement de l'état de droit et de la souveraineté. Alors, renforcement de l'état de droit, moi je pense que je vais commencer par l'aspect sécuritaire. J'ai entendu dire beaucoup de choses dessus. Je dirais simplement qu'il suffit de voir ce qui se passe à nos frontières, de voir comment l'insécurité transfrontalière a été maîtrisée, de savoir comment la sécurité nationale se porte bien, pour savoir qu'il est bien que le programme du Premier ministre s'inscrive dans cette logique et continue à renforcer les acquis qui ont été réalisés dans ce domaine. Et je pense que plus généralement, un programme, c'est quoi? Un programme, c'est une situation de référence d'abord. Des mesures qui sont prises en fonction de cette situation de référence et des résultats à obtenir. La situation de référence en matière sécuritaire, c'est des frontières bien gardées, de la criminalité transfrontalière maîtrisée, une situation sécuritaire nationale plus ou moins maîtrisée. Et qu'est-ce qu'on veut? On veut renforcer encore cet acquis, on est sur la bonne voie, on pense être sur la bonne voie, et on veut renforcer ces acquis, justement, en maîtrisant davantage nos frontières, en maîtrisant davantage la criminalité transfrontalière, et luttant davantage contre la criminalité nationale. Nous pensons être sur la bonne voie, et nous continuons. Voilà ce que dit en tout cas en gros le Premier ministre, et voilà ce que nous pensons, nous, du côté de la majorité. Nous pensons être sur la bonne voie, nous pensons que nous avons bien réagi aux défis sécuritaires. La preuve, c'est que nous maîtrisons nos frontières et nous réussissons là où d'autres ont échoué. Et chaque fois que cela est fait, il faut se le dire. Nous avons réussi là où d'autres ont échoué. Nous avons maîtrisé nos frontières là où d'autres n'ont pas pu le faire. Il faut le faire et il faut le renforcer. Nous avons maîtrisé l'immigration clandestine. Vous savez, la problématique de l'immigration clandestine, il faut savoir que notre pays est à l'intérieur, est en plein dans cette problématique et que nous constituons un maillon fondamental dans la lutte contre l'immigration clandestine. Donc nous pensons avoir relevé un certain nombre de défis sécuritaires. Nous ne pensons pas avoir tout fait. Nous n'avons pas la prétention d'avoir tout fait, mais nous pensons que certaines choses restent à faire, dont justement la consolidation de ces acquis, et c'est l'objectif de ce programme. Voilà. Je voudrais juste réagir sur un point. Moi, je pense que
je pense que c'est bien gentil de réagir à certaines choses, mais quand on dit l'armée ne fait rien, l'armée ne fait que la guerre, quand l'armée ne s'inscrit pas dans une logique de développement, dans une logique d'assistance aux populations, de développement, de réalisation des grands projets, quand il n'y a pas de guerre, on dit l'armée ne fout rien. Et quand il est fait, on dit l'armée ne doit pas faire ça, l'armée ne doit faire que la guerre. Moi, je pense que l'armée ne doit pas faire que la guerre. L'armée ne doit pas faire que la guerre. L'armée, on a quand même beaucoup d'hommes. Et quand ils peuvent justement être redéployés dans certaines situations précises, dans les fonctions de développement. Et vous savez, les pays, pour se développer, un pays comme le nôtre, il a besoin de toutes ces composantes, y compris l'armée. Merci. Moi, je voudrais d'abord qu'on recadre un peu le débat, au lieu de nous disperser à travers un listing qui certainement ne nous amènera pas au résultat que nous voulions. Parce que notre devoir ici est avant tout d'éclairer l'opinion publique. Et nous devons nous départir de toute velléité politicienne pour ne parler que des choses telles qu'elles se présentent. Quand on parle de renforcement de l'état de droit, qu'est-ce que ça veut dire? Un état de droit, c'est un état qui a des institutions fortes. Il faut, est-ce qu'aujourd'hui, le discours-programme du Premier ministre définit des axes prioritaires pour la Mauritanie? Nous, aujourd'hui, nous sommes au démarrage de l'identification des axes prioritaires fixés par le ministre. Nous devons d'abord nous prononcer. Est-ce que nous sommes d'accord que ces axes-là sont prioritaires ou pas? Parce que le Premier ministre, son discours-programme, n'a jamais dit que nous étions, ne parle pas de résultats. Nous devons tendre vers des objectifs qui sont essentiels. L'état de droit, c'est avoir, comme j'ai dit tantôt, des institutions fortes, la séparation des pouvoirs, un cadre juridique clair, transparent, c'est avoir une presse indépendante, avoir une société civile, une pluralité, une justice indépendante. Voilà les ingrédients qui doivent constituer l'état de droit. Mais je ne pourrais m'empêcher d'aborder certains axes qui ont été abordés au cours de ce débat. Je voudrais dire que notre pluralité ethnique a été une force. Mon doyen Ladi Traoré en a parlé, c'était très clair moi dans mon esprit, mais peut-être que certains ne l'ont pas bien compris. Quand Ladi disait Afrique noire et Afrique blanche, en parlant de feu président Mokhtar Ould Daddah, rahmatullah alayh, c'est notre diversité qui fait notre force. Beaucoup de gens croient qu'il y a des problèmes de coexistence. Mais interrogeons notre histoire. Je crois que la Mauritanie, de tout temps, a eu ses composantes essentielles. Les Noirs de Mauritanie, que je n'aime pas appeler du reste négro, parce que c'est un terme péjoratif, de mon point de vue. Les Noirs de Mauritanie. Négro, ça n'existe nulle part. Non, la négritude, mais négro. Non. Docteur, je vous ai écouté. Docteur, je vous ai écouté. Je préfère parler de Noirs de Mauritanie, ou les Africains noirs de Mauritanie, plutôt que de négro mauritaniens. Ça n'existe nulle part. Le Sénégalais ne se dira pas négro-sénégalais. Donc, si nous interrogeons notre histoire, elle n'a jamais enregistré une guerre entre Arabes et Noirs de Mauritanie. C'est une constante avant l'existence de l'État de Mauritanie. Après les indépendances, chaque fois qu'il y a eu des heurts, il s'est agi d'une instrumentalisation de l'État. Des politiques. C'est ce que j'appelle l'instrumentalisation. Et d'ailleurs, c'était seulement par l'État. Ça, il faut que les choses soient très claires. Aussi loin qu'on remonte jusqu'aux derniers événements, malheureux événements que notre pays a traversés, c'est toujours des instrumentalisations. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une coexistence pacifique entre les différentes composantes de ce pays.
les différentes composantes vivent en parfaite symbiose. J'ai la chance d'appartenir à une région plurielle où il y a des Soninké, il y a des Maures, il y a des Poulards, mais nous sommes des frères. Nous partageons les mêmes puits, les mêmes champs, les mêmes cimetières, les mêmes mosquées. Chacun de nous nomme ses enfants sur l'autre. Nous sommes en parfait. Et nous n'avons aucun litige, sauf celui qui peut arriver entre deux frères. Mais en tant que composante, non. Non. Pour en revenir à d'autres, à l'armée. Dans tous les pays du monde, l'armée a des... D'ailleurs, elle excelle dans certains domaines. On sait qu'en France, les meilleurs hôpitaux sont des hôpitaux militaires, qui reçoivent tout le monde. On sait qu'aux États-Unis, toutes les autoroutes sont gérées par l'armée et qui les construisent. À quoi sert le génie militaire? Mais cela se passe dans tous les pays du monde. Nous, ce que nous avions dit, et ce qui a fait l'objet du dialogue, c'est l'introduction de l'armée dans la politique. L'armée doit rester en dehors du jeu politique. Ça, oui, nous sommes d'accord. Mais que l'armée participe au développement, en tout cas, nous en sommes demandeurs et fortement demandeurs. Ça, il faut que ce soit très clair. Si tu permets, un seul mot, je vais revenir tout simplement pour dire que nous devons voir les axes posés par la déclaration de politique générale, partir du constat de la situation actuelle, parce que le Premier ministre, en faisant une déclaration, part d'un constat d'une situation donnée et vers où nous tendons. Où est-ce qu'il veut nous amener? Si c'est la bonne direction, eh bien tant mieux, on va y aller. Si ce n'est pas la bonne direction, nous tous, Mauritaniens, au-delà des formations politiques, nous devons dire stop, nous voulons plutôt aller vers tel. Je vous remercie. À propos des infrastructures, constitue un point aussi de ce premier axe stratégique. Quelle est votre évaluation des infrastructures déjà mises en place et leur rôle? Monsieur, je crois que c'est le journaliste. En réalité, mine de rien, comme nous ne pouvons pas aborder sur cette table l'ensemble des points essentiels qui sont soulevés dans ce document, il y a quand même certaines questions qui ont été soulevées tout de suite, qui sont essentielles. Si nous voulons le renforcement de l'État, si nous voulons revenir sur un certain nombre de questions préalables à tout, avant de parler d'infrastructure, il est important qu'on en débatte un peu. Parce que moi, j'ai entendu la sécurité interne et frontalière, l'immigration clandestine, la cohabitation. Moi, je pense que, je crois que nous autres qui sommes là et qui sommes écoutés, nous devons faire attention. Nous ne devons pas faire l'apologie d'un discours. Un discours devait se suffire lui-même, mais il faut qu'il convainque. Moi, je pense que le problème de la sécurité nous concerne tellement, parce que nous sommes non seulement dans cette zone d'insécurité saharo-sahélienne, mais je pense que même le salafisme et les idéologies, enfin l'idéologie extrémiste, djihadiste, est très enracinée dans ce pays. Parce que, attention, même s'il y a eu des politiques pour contenir cela, pour le moment, n'oublions pas que même Cheikh Aoud du Nigeria a étudié en Mauritanie. Ça, les gens ne savent pas toujours. Au fond, qu'on parle Moujao, qu'on parle d'autres choses, etc., nous concerne. Pourquoi? Parce que c'est les Mauritaniens qui dirigent. Mais il n'y a pas étudié l'extrémisme. Moi, je pense, attention, si vous pensez d'ores et déjà que les frontières sont fermées, hermétiques, que nous ne risquons rien du tout, attention. Je crois que si nous disons cela, nous commençons peut-être à aller très vite en besogne. Moi, je pense que nous sommes partie prenante. Nous devons être vigilants, nous devons être combatifs pour enrayer cette... Et là, vous rejoignez ce que vient de dire Zéni. Non, mais oui, je le rejoins, mais je voudrais dire que lui, il pense que c'est fermé, que c'est terminé, que nos frontières sont sécurisées, etc. Non, nous faisons partie d'une zone qui est en guerre, qui est dans l'insécurité.
Et du jour au lendemain, nous pouvons connaître des problèmes. Même si, pour le moment, il faut se féliciter et le reconnaître. Que la Mauritanie a été un des premiers à avoir connu ces phénomènes-là chez lui. Alec. Oui, Alec Moukaïd. Le Tabarzena. Tourine, etc. Mais je ne pense pas qu'il faut penser que c'est terminé, c'est clos. Je ne pense pas. Je ne suis pas aussi, optimiste. En ce qui concerne maintenant l'immigration clandestine et transfrontalière, effectivement, c'est un grand problème. La Mauritanie est un pays d'émigration, d'ici l'Angola, d'ici le Sénégal, la manière dont on combat l'immigration qu'on appelle au fond clandestine. Attention, je pense qu'il y a deux points de vue à avoir en tête. Nous faisons partie d'une zone où nous allons et nous venons. Je pense surtout en cette année de sécheresse. Si nous fermons, nous bouclons nos frontières, où est-ce que nos animaux cette année vont aller se nourrir? Il faut aller. Nous faisons partie d'une zone où les populations se déplacent, etc. Tout n'est pas à voir sous la forme d'immigration clandestine comme on l'imagine ailleurs en Europe. Nous ne sommes pas une terre de transition de l'immigration clandestine parce que c'est ça qu'on met dans nos têtes. Nous partons au Sénégal, des points de nous passage, partons en Guinée, nous partons en Angola, nous partons au Mali, etc. Et nous sommes un peu chez nous. Une certaine manière de traiter cette immigration, moi, me pose problème. Ça, je vous dis que c'est pour soulever. Mais le fait d'instituer des points de passage n'est pas fermer ses frontières. Non. C'est juste. Non, la manière dont je vois. Tout à l'heure, je venais dans un véhicule. J'étais avec des jeunes qui travaillent, ils ont dit qu'ils viennent de ramasser les copains. Aujourd'hui, à Nouakchott et un peu partout, on est en train d'extraire, etc., ce qu'on appelle des étrangers, etc. Ils n'ont pas payé leur truc de séjour, etc. Non, mais ils sont en situation irrégulière. Il y a combien de Mauritaniens qui sont ramassés en France, d'Africains en France, ou en Angola, ou ailleurs, en situation irrégulière. Mais quand des étrangers chez nous qui ne sont pas en situation irrégulière. Bon, de toute façon, je ne suis pas contre le fait que les gens soient régulièrement admis dans ce pays. Mais on le fait dans un esprit tel aujourd'hui que moi, ça me pose quelques problèmes parce que d'ailleurs, ça a commencé. Certains États ont essayé de réagir, par exemple au Mali, pour dire aussi, nous aussi, finalement, les gens ont renoncé à cela. Ils ont dit, attention, la Mauritanie et le Mali, c'est autre chose. Le Sénégal et la Mauritanie, c'est autre chose. Il faut faire attention à cette question-là. Je ne pense pas qu'il faut... Vous êtes donc partisan d'une ouverture à outrance des frontières et accès... Pas du tout. Je suis pour qu'on régularise le séjour des gens, mais je crains aussi une certaine exagération qui confine un peu une espèce de chauvinisme. D'accord. Le rôle de l'armée, moi je n'interviens pas longuement là-dessus. L'armée doit s'équiper. L'armée, effectivement, dans tous les pays sous-développés, ou même dans les pays développés, peut jouer un rôle de développement. Mais dans les circonstances actuelles, notre armée doit encore s'armer davantage, doit se mobiliser et doit s'occuper de notre sécurité frontalière et interne, etc. Parce qu'au fond, tout n'est pas encore joué sur ce plan-là. Effectivement, l'armée peut jouer un rôle de développement, ça l'a déjà fait, l'armée a déjà fait, mais notre armée était moins équipée, elle faisait des investissements humains. Elle faisait des ponts, elle faisait des radiers, elle faisait un certain nombre d'ouvrages, mais au fond, son rôle fondamental ne doit pas être perdu de vue. D'accord, c'est clair. C'est la défense. Je peux juste ajouter à ce point. Mais c'est avec vous qu'on va aborder un autre point, à savoir la gouvernance économique. Mais justement, mais juste un point, c'est ce qui est de l'armée. Il faut reconnaître que l'armée, notre armée nationale a fait de travail remarquable sur nos frontières. Ça, je m'en félicite. Et ça, c'est son rôle constitutionnel. Ce qu'on craint, c'est qu'à la recherche de profit, de fortune, on va gâter, on va complètement détruire un corps respectable qui a un rôle constitutionnellement connu. C'est ça le plus important. Si l'armée maintenant vient déposer pour les marchés avec les citoyens, il y a un problème. Parce qu'il y a un problème de justice, d'équité.
l'armée ne doit pas être compétitif à des citoyens, à des hommes d'affaires. Le commerce, ça doit être laissé aux autres. Si l'armée rentre dans ce domaine-là, ça y est, il ne faut plus s'attendre à ce qu'elle joue son rôle. De deux, concernant l'Agence nationale de registre de population et des titres sécurisés, ça c'est une direction qui est très importante, qui a fait un travail remarquable. Je m'en félicite. Mais n'oubliez pas que cette direction, agence maintenant, dépasse largement son statut, devient plus important que le ministère de l'Intérieur. Et puis sa gestion, et puis les problèmes d'enrôlement pour certains, c'est un problème qui se pose maintenant et qui a été posé à plusieurs reprises. Il faut, dans un pays de démocratie et dans un état de droit, on ne craint rien. Il n'y a pas quelque chose à cacher. Il y a des négro-africains qui veulent être enrôlés comme des Mauritaniens alors qu'ils ne sont pas Mauritaniens. Non, on va débattre un problème clairement. Mais la loi il y a des Sahraouis qui veulent devenir des Mauritaniens. Et il faut également, il faut qu'on essaye dans un pays de droit avoir une certaine pédagogie qui va nous permettre d'aborder nos problèmes d'une manière transparente et objective. Juste et objective. Ça va nous permettre de recouvrer la confiance des citoyens. Il y a un problème. N'oubliez pas que sur le plan historique, notre État, c'est un État de continuité du colon dans l'imaginaire collectif de la population. Ils croyaient que Mouldada, rahmatullahi alayhi, était en réalité un agent des Français et que l'État, à l'époque, était un État français. J'ai dit toujours que notre État doit essayer de rétablir la confiance. Et à travers les médias, vous, qui sont les médias de l'État, il faut convaincre les gens, les citoyens, que vous êtes en train de dire quelque chose de vrai. Que vous ne cachez rien, que vous n'êtes pas en train de faire l'apologie pour rien et donner de fausses informations. L'agence, oui, c'est point positif, mais elle a des points négatifs. C'est un grand problème. Un exemple. Par exemple, les points négatifs. Oui. Par exemple, combien de fois des députés à l'Assemblée nationale ont posé le problème de populations qui n'ont pas été enrôlées. À Nouadhibou, des morts, comme en bagne des négro-africains. Et qu'est-ce qui les empêche d'être enrôlés? Des noirs mauritaniens, comme le dit notre ami. Hein? Mais la loi est claire. Et les critères d'enrôlement sont bien précis. Qu'est-ce qui les empêche alors de s'enrôler? Mais justement, l'important c'est de faire passer un message clair à la population qui va les convaincre qu'il n'y a pas de discrimination. Ça a passé avec les morts comme avec les les responsables de l'agence ne sont pas parmi nous ce soir, mais à ce que je sache, l'Agence nationale d'enrôlement a bien mené des campagnes de sensibilisation. Je les ai invités ici dans ce plateau et dans les différentes langues nationales pour sensibiliser les populations sur la nécessité de s'enrôler. Ça, c'était juste une mise au point. Et je crois qu'à ce rythme, si on continue comme ça de discuter, on ne pourra pas... Je crois qu'il faut avancer sur l'aspect économique pour pouvoir... non, on va terminer, on va continuer avec Ahmed. C'est important, on y arrivera sur l'enrôlement. Le troisième point, l'aspect économique. Je voulais juste faire un petit point, une remarque. C'est le point de la bonne gouvernance. Si on parle de la bonne gouvernance, on parle de la bonne gouvernance économique dans ces pays. La bonne gouvernance dans ces pays, c'est quoi? C'est un climat d'investissement bon, attractif, mais également un marché public
transparent. C'est vrai ou non? Or, dans ce domaine-là, il y a le problème. Nous savons que tous en Mauritanie, qu'il y a 4 ou 5 importateurs de l'État, pour l'État. Qu'il y a des gens que personne ne peut avoir en marché de l'État sans avoir des appuis du régime en place. Parler du trafic d'influence, donc. Ah, bien sûr, ça, c'est un grand problème qu'il faut également dire et avoir le courage de le dire, puisque dans l'intérêt de notre pays, qu'il y ait un marché public transparent et équitable. Dans l'intérêt de notre pays, d'avoir des importateurs, plusieurs importateurs, qu'il y a une concurrence, qu'il y a un champ libre pour l'activité économique. Nous avons, malheureusement, le problème n'a pas été soulevé, c'est la bonne gouvernance. Ce n'est pas visa économique. Et en matière surtout des marchés publics. Pourquoi? Voilà. Il y a une autre chose qui manque. Voilà, on va poser cette question à Zéni. Je crois que le programme de politique générale du gouvernement met l'accent sur le fait d'assurer l'équilibre macroéconomique et de rationaliser les ressources de l'État, n'est-ce pas? Oui, il y a effectivement le programme met l'accent sur la rationalisation des ressources de l'État. Et c'est la gestion saine des ressources de l'État et la lutte contre la corruption, la gabegie et contre toutes les formes de malversation financière et de mauvaise gestion. Encore une fois, je tiens à rappeler que nous devons partir d'une situation de référence et parler de ce qui est dans le programme. Les marchés publics, oui, il y a une réforme des marchés publics. Cette réforme, on peut en parler. De toute façon, cette réforme continue. Et les pouvoirs publics font attention à tout ce qui concerne cette réforme. Et les années à venir nous diront, elle est encore à sa deuxième année, et il est encore tôt de dire que ça ne marche pas du tout. C'est facile de dire qu'on ne peut pas avoir un marché public. Moi, j'ai dit l'inverse. J'ai dit que des appels d'offres sont quotidiennement lancés et que les commissions de passation des marchés, qu'il y a une réforme je vous le dis, cette réforme, c'est une très bonne réforme et beaucoup de pays voisins sont en train de chercher à s'en inspirer pour faire la réforme. Parce que dans beaucoup de pays, le système de passation des marchés est encore centralisé. Nous l'avons décentralisé, nous avons des commissions sectorielles de passation des marchés, les appels d'offres sont lancés et le processus continue. Sinon, pourquoi on veut lutter contre on veut introduire davantage de transparence, on veut introduire davantage de lutte contre la gabegie, contre la corruption? C'est parce qu'on reconnaît que ce n'est pas tout à fait fini. Mais des mesures sont prises, des mesures sont en train d'être prises. Le système judiciaire, le système administratif, le système économique, de la mise en place de toutes les démarches de lutte contre la gabegie et contre la corruption sont en cours. Et ça fait partie, c'est des points forts du programme du Premier ministre pour les années à venir. Donc je pense que tout ça est facile à dire. Mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que les mesures qui sont en train d'être prises, c'est tout cet arsenal juridique, de stratégies, de textes, de lois qui sont en train que ce programme prévoit de mettre en place pour justement lutter contre tous ces fléaux et pour corriger davantage la situation de référence. Et n'oubliez pas que nous avons deux situations de référence dans notre cas. Nous avons la situation de référence de 2008, quand nous sommes de 2008 à 2009. C'était une situation de taux de croissance inférieur à zéro. C'était une situation de chômage, c'était une situation de pauvreté, etc. Et nous avons la situation de référence de 2015, qui est une situation où l'essentiel des indicateurs macroéconomiques et des indicateurs essentiels ont été ramenés à des niveaux acceptables, témoignés par tous les organismes internationaux. Et nous avons la situation de 2015-2019 où nous allons renforcer, peut-être et parfois corriger un certain nombre de situations. C'est ça qui doit être l'origine, l'essentiel de notre débat. Effectivement, il y a une réforme du marché public. Cette réforme du marché public est en cours. Elle sera consolidée par l'arsenal de textes de lutte contre la corruption, contre la gabegie, contre les malversations financières que le programme prévoit de mettre en œuvre. Et donc, je considère que c'est un tout. Je dirais juste un petit mot concernant l'immigration. Et l'immigration, je n'ai pas connaissance d'une immigration clandestine entre nous et le Mali.
Je n'ai pas connaissance d'une immigration clandestine entre nous et le Sénégal. Nos frontières sont ouvertes avec les pays voisins. Elles sont même très fluides. N'importe quel citoyen mauritanien peut aller au Sénégal avec sa carte d'identité. Je pense, quand je parle de l'immigration clandestine, je parle des centaines de personnes qui sont sur les radeaux et qui meurent à longueur de journée dans l'océan Atlantique et dans la Méditerranée pour aller en Europe. Ça, c'est un phénomène transnational extrêmement grave et ça porte atteinte à la sécurité des États, à la sécurité des populations et même au système, aux conventions internationales entre États. Donc c'est de cela que je parle, et ça c'est un phénomène mondial, c'est connu, tout le monde lutte contre ça, et la Mauritanie a le droit de s'inscrire justement dans la perspective de lutte contre ce fléau. Loin de moi l'idée de lutter contre le mouvement des personnes et des biens entre les pays voisins. Frère, merci beaucoup. Je ne peux pas m'empêcher de rebondir sur un certain nombre de points, particulièrement la sécurité, parce qu'elle est la base de tout. Aucun État aujourd'hui ne peut se targuer d'avoir le risque zéro. Et je suis convaincu, comme l'a dit notre ami et frère Ladi Traoré, qu'on ne peut même pas juguler le salafisme ou le terrorisme ambiant dans notre zone par les seuls efforts d'un seul de nos États. C'est impossible, messieurs. Il faut beaucoup plus. Mais il faut aussi distinguer les mesures de sécurité générale et quelques à-coups que réussissent un individu ou deux. On a vu, le Pentagone a été attaqué. Pourtant, c'est l'une des plus grandes puissances. Il y a des actes terroristes qui sera difficile d'éradiquer à 100%. Mais ce qu'il faudrait, c'est de mettre les moyens pour pouvoir combattre. Et le premier moyen, c'est d'abord les idées. C'est d'abord les idées. Nous avons de tout temps été musulmans. Nous avons un islam modéré. Et il doit y avoir un véritable choc des idées. C'est sur ce terrain, moi je ne crois pas à une victoire militaire contre le salafisme. Je crois plutôt qu'il faudrait l'axer plus, bien entendu, qu'il faut avoir les capacités de faire face à n'importe quelle sorte d'agression, mais au même moment, c'est seul par les idées que nous allons vaincre les extrémistes. Et ça, ce n'est pas le rôle du gouvernement, c'est le rôle de tout un chacun. C'est le rôle de tout un chacun. Le deuxième élément sur lequel je voudrais rebondir, c'est qu'on dit on dit que la diplomatie d'un État est déterminée par sa géographie. Les États limitrophes, véritablement, moi j'ai fait la moitié de ma carrière le long de ces frontières. On se change chez soi de part et d'autre. Et les rapports entre États, comme l'a si bien dit notre ami l'a dit, sont régis par la réciprocité. Moi, je connais des Maliens qui viennent chercher du bois en Mauritanie et vice-versa. Ça, ce n'est pas ça l'immigration. La transhumance fait partie de notre mode de vie. Et de survie d'ailleurs, je dirais. Comme les autres viennent chercher autre chose chez nous, ces rapports ancestraux doivent être maintenus et renforcés. Et je crois que nous faisons beaucoup dans ce sens. Et quelqu'un qui suit l'actualité voit le nombre de rencontres et de comités interministériels entre les pays de la sous-région. Je ne m'étalerai pas là-dessus. Quant à la gouvernance économique, oui, vous me donnez toujours le moins de temps, le moins de temps que tous les partis. Parce qu'on est au premier axe, il nous reste 2 axes. Je viendrai à la gouvernance économique. C'est là qu'on sera le deuxième axe de notre débat. Mais juste avant d'y arriver, on va parler juste un peu de la gouvernance environnementale. En quelques mots, s'il vous plaît, avant de passer au deuxième aspect, le développement durable, l'environnement, la place de l'environnement dans la politique du gouvernement. Vous savez, je crois que
la politique environnementale exige une administration, un État qui a des projections, qui a des services compétents, qui a des services prévisionnels, etc., et qui trace des programmes et des plans. Je prends par exemple Nouakchott. Nouakchott, c'est notre capitale. Y compris dans la zone où vous êtes ici à la télévision, c'est une zone qui est dans l'eau. Regardez votre cour à côté. Il était prévu que Nouakchott ne devait pas descendre des dunes. Mais comme nous n'avons pas de services d'infrastructure, nous n'avons pas de services d'urbanisme, etc., qui font des projections que nous respectons, nous improvisons. Donc la gestion de l'environnement, c'est d'abord la prévision. C'est les projections, etc. Ça exige beaucoup de technicité. Beaucoup de choses. Je ne parle pas seulement de la ville de Nouakchott. Au fond, la lutte contre la désertification. Vous voyez ce qui se passe? À un moment donné, on luttait contre la désertification à Nouakchott. On a fait des ceintures vertes, etc. On a détruit aujourd'hui ces ceintures vertes. Et on a ouvert notre ville à l'ensablement, etc. Donc, pour ne pas sortir de ce domaine-là, puisque vous avez posé la question, je pense que c'est un domaine nouveau. C'est maintenant seulement que ce secrétariat d'État vient d'être érigé un ministère. Il a beaucoup de choses à faire et ils n'ont pas de cadre. Voilà. Il n'y a pas de service à l'intérieur du pays. Parce que le renforcement des services publics, des capacités de l'État, des capacités des services à l'intérieur du pays, sur le plan territorial, c'est extrêmement important pour mener n'importe quelle politique. Voilà, et malheureusement, notre administration... Ahmed, si vous avez un mot à dire à ce sujet. Sinon, on va passer au deuxième axe. Je pense que l'environnement, en réalité, c'est plutôt un slogan dans notre pays, plutôt que c'est un slogan qui est exigé par la structure même des requêtes pour les bailleurs de fonds. Il exige maintenant que la composante environnementale soit bien intégrée dans toutes les politiques. D'une part. Pourquoi je le dis? Parce que sur le plan réel, je ne vois rien. Je vois que la pollution des airs, des mers et des terres. Je pense que vous vous rappelez du problème de dépôt de Tivérite. De dépôt à Tivérite. Et la population qui est restée pendant des semaines et des semaines en train de manifester leur colère. Et il y a une étude qui a montré qu'effectivement, le dépôt ne doit pas être à la proximité de la population. C'est une zone qui est peuplée et il y a des animaux. Il fallait qu'on cherche une place ailleurs, à 30 km ici, dans un coin de désert. C'est clair. Moi, je pense qu'effectivement, le programme du Premier ministre prévoit justement l'introduction de la composante environnementale dans la plupart des projets et une option comme option fondamentale visant à l'équilibre aux grands équilibres de l'écosystème. Et naturellement, je pense qu'il est temps qu'on sache que l'environnement n'est pas engagé. Il est temps qu'on sache, et c'est dit ici, il est temps qu'on sache qu'on peut être victime d'un réchauffement qui peut faire évaporer toute la planète. Il est temps qu'on sache que des grands déséquilibres de l'écosystème peuvent porter atteinte à l'équilibre économique et social du pays. Et c'est justement l'option, c'est justement la vision de la politique générale du Premier ministre qui consiste à intégrer la politique environnementale dans les différentes politiques de l'État et à intégrer une stratégie de développement, une stratégie d'équilibre de l'écosystème et de lutte contre les différents déséquilibres environnementaux, que ce soit au niveau de la couche d'ozone, que ce soit au niveau marin ou au niveau terrestre. Donc c'est une composante fondamentale
du discours du Premier ministre. Et ce n'est pas un gadget, c'est une réalité, c'est des risques qu'on encourt. Il faut les vivre. Et je voudrais simplement dire, il existe un centre d'enfouissement technique à Nouakchott. Et c'est dans ce centre d'enfouissement technique que les ordures ménagères sont classifiées et enfouies. Merci. Moi, je voudrais dire tout simplement... Une courte intervention, comme d'habitude. Très courte intervention. Que l'environnement, on ne doit pas seulement en venir au problème de l'eau, des ruissellements ou de surface, ni à la désertification seulement. C'est un truc beaucoup plus complexe. Et l'environnement peut apporter des solutions, beaucoup de solutions à notre économie. Par exemple, nous sommes un pays de soleil. On sait que le solaire est un segment d'avenir. Ça rentre dans l'environnement. Nous sommes un pays de vent. Les éoliennes peuvent apporter des réponses. Mais aussi, nous avons déjà posé un certain nombre d'actes. Par exemple, l'interdiction des azous. Il n'y a pas eu encore l'éradication, mais force est de constater qu'il y a une nette diminution. N'importe lequel d'entre nous peut le constater. Il est évident que l'environnement, d'une façon générale, demande des financements colossaux qui échappent aujourd'hui aux pays les plus nantis. Parce que pourquoi on n'a pas encore des véhicules électriques? C'est parce que ça coûte trop cher. Les techniques sont là. Mais on est en train de poser les premiers jalons. Nous allons avoir notre centrale éolienne, nous allons avoir notre centrale solaire, et on est en train de poser un certain nombre d'actes. C'est vrai que la gestion des ordures ménagères pose un problème, parce que c'est un problème civilisationnel. Nous sommes d'abord une population nomade. Généralement, comme on dit en Hassania, généralement, on pollue cet endroit et puis on se déplace vers une autre ville qui est propre. Voilà, c'est clair. Monsieur Ba, je vous propose actuellement de suivre le deuxième axe stratégique et une économie concurrentielle pour un développement. Une économie concurrentielle pour le développement. L'électricité, révision du code de l'électricité, construction de 30 stations hybrides et 100 plateformes en milieu rural. Nouvelles technologies, création d'un centre de veille et de lutte contre la cybercriminalité. Pêche, révision de la loi fiscale dans le domaine des pêches, modernisation des filières de pêche. Agriculture, aménagement de 10 000 hectares, réaménagement de 3 000 autres et parachèvement des travaux d'Aftout al-Sahli pour l'irrigation de 16 000 hectares. Approvisionner les agriculteurs en engrais, semences et grillages et mise en œuvre du programme d'achat de la production nationale. Appui à la filière blé et intensification de la culture maraîchère, construction d'un centre de valorisation de la production de dattes et parachèvement d'un centre de production sucrière à Foumligléta. Tout un programme, cela dit. N'est-ce pas? Mais je pense que... c'est trop résumé. Là. C'est bien. Oui, c'est synthétisé. Je pense que c'est synthétisé. Trop synthétique. Il y a un certain nombre de titres qui sont cités comme ça. Moi, je voudrais qu'on ne reste pas seulement dans cette logique, qu'on essaie de voir des points essentiels, qu'on essaie de les développer et de les voir concrètement qu'est-ce qu'on en fait. Parce que on peut dire, nous sommes en 2015, ce programme, c'est un programme de projection pendant un certain nombre d'années. Mais au fond, dans le développement d'un pays, le développement économique et social, c'est aussi une continuité. Je prends par exemple la gestion des marchés publics. Je reviens là-dessus parce que ce n'est pas dépassé. Il y a ce qu'on appelle une autorité de régulation. On a réformé un certain nombre de textes pour arriver à la transparence dans les marchés, la concurrence dans les marchés. Moi, je suis suffisamment vieux pour vous dire que moi, j'ai figuré, j'ai siégé dans les commissions centrales des marchés dans les années 70.
quand je compare cette période avec actuellement, la réalité c'est que il n'y a plus de concurrence. En réalité, comme a dit mon collègue d'un côté de Tawassoul, au fond, il y a des monopoles de fait. On a personnalisé l'économie et les différents secteurs, etc., qui sont confiés, disons, à des lobbies. Je crois que c'est les lobbies qu'il faut briser. La concurrence, c'est l'ouverture dans la transparence et le respect des décisions des commissions nationales de marché ou des commissions départementales de marché, etc., et le respect de leurs décisions. Mais qu'on ne donne pas des marchés et puis qu'on vienne régulariser par la suite. Je crois que c'est à cela qu'on assiste. Il faut donc revenir aux règles de droit. Commission centrale de marché, c'est quoi? Un appel d'offres, c'est quoi? Et qu'on fasse tout ça dans la concurrence. Deuxièmement, je pense que ce phénomène est allé tellement loin que le pays en souffre. Je vois des grandes institutions d'importation, puisqu'on a parlé d'importation pour l'approvisionnement du marché national. Les grandes institutions comme la Sonimex sont mortes. Vous vous rendez compte? Le rôle historique joué par la Sonimex. Dans les périodes les plus difficiles, la Sonimex, avec ses produits limités, approvisionnait l'ensemble du pays, maintenait les prix à des niveaux donnés et permet de réguler les prix pour que, au fond, les produits de consommation courante soient accessibles aux populations. Par conséquent, je crois que c'est là où il faut revenir dans le concret, non pas rester dans les citations générales. Moi, je suis inquiet parce que je pense qu'on a reculé. Pour aller de l'avant, il faut respecter des règles, être ferme sur le respect des règles, respecter les institutions telles qu'elles sont, etc. Et puis sortir le pays de la gouvernance des lobbies. Zéni, réaction? Bon, moi, oui, réaction. D'abord, ma réaction, c'est un tout petit peu... Je pense que nous avons occulté, et c'est dommage qu'on n'en parle pas, parce que c'est très important dans ce qui a été dit dans ce document. On a occulté un certain nombre de points qui sont très importants, dont la stratégie économique, c'est-à-dire comment on entrevoit le développement économique du pays dans les années 2015 à 2019. L'aménagement du territoire, c'est extrêmement important. Parce que, figurez-vous, les pôles de développement urbain, c'est très important et c'est une notion nouvelle. C'est une vision nouvelle du développement urbain. Les stratégies de développement urbain dans les différents centres urbains, la déconcentration de la gestion au plan régional. Tout ça, c'est des choses qui vont être introduites dans la gestion financière, la gestion financière, la politique monétaire, la bourse des valeurs, l'introduction de la microfinance pour financer l'habitat social et pour financer les petits projets, l'introduction de l'épargne, tout ce qu'on fait pour attirer l'épargne, aussi bien la petite épargne que la grosse épargne. La petite épargne à travers les petits financements, pour le financement des petits projets d'habitat social, etc. Et la grosse épargne à travers la bourse, la bourse des valeurs mobilières. Tout ça, c'est des mesures phares. La stratégie de développement économique du pays 2016-2030, vous savez que la stratégie de développement économique, qui est un très beau document de CSLP, arrive à terme en 2015. Et que forcément, le gouvernement devra, dans une vision participative très large, réunir tous les acteurs pour justement concevoir une nouvelle stratégie de développement à l'horizon de 2030. Tout ça, ça fait partie des choses qui vont être faites et il est dommage qu'on n'en parle pas. L'administration, le développement de la mise en place d'une administration au service du développement, la décentralisation, la politique de décentralisation, de développement local, l'assistance, l'appui aux communes, dans le cadre d'une politique nationale de développement. Tout ça, c'est des points forts et c'est des choses qui sont... tout le monde sait de la situation dans laquelle les communes sont aujourd'hui. Mais justement, ce document prévoit, dans le cadre d'une stratégie de développement, de doter les communes des moyens matériels leur permettant de se développer dans la logique de décentralisation qui doit être la leur. Tout ça, c'est des choses qui sont là. On n'en a pas assez parlé et ce serait dommage qu'on les occulte. Il est utile qu'on les remette sur la table pour que les collègues disent. Mais c'est des choses qui sont prévues. Et c'est des choses qui sont prévues à partir, encore une fois,
de l'appréciation d'une situation de référence qui est celle-là. Donc, ensuite, je parlerai de ces points-là en disant que, effectivement, ce n'est pas par hasard que nous avons, dans un contexte mondial difficile, continué à réaliser des taux de croissance respectables. Au moment où, vous le savez, tous autant que moi, l'Europe, certains pays sont en train d'approcher zéro. On est très optimiste en disant que les taux atteignent 3%. Le Moyen-Orient, à cause des printemps arabes, les taux baissent, ils sont autour de 3 à 4%. Même les pays émergents qui avaient des taux à 2% sont en train de revenir, sont en train de régresser. Donc c'est un environnement mondial très complexe et très difficile. Dans ce contexte-là, notre économie productive a permis de garantir un taux de croissance et de soutenir un taux de croissance remarquablement élevé par rapport au contexte. Donc c'est pour cela que nous comptons davantage développer les secteurs productifs pour justement maintenir ce taux de croissance. Développement. Les secteurs productifs est un développement, vous le constaterez, harmonisé. Harmonisé entre les secteurs et harmonisé à l'intérieur des secteurs. Prenez le secteur agricole. On nous a souvent fait le tort de ne s'occuper que de l'irriguer. C'est un constat, nous l'avons constaté. Dans cette politique, ce constat, il ressort de cette politique qu'effectivement, il doit y avoir non seulement un développement équilibré du secteur de l'agriculture, à l'intérieur du secteur de l'agriculture, c'est-à-dire entre l'irriguer, culture sous pluie, derrière les barrages et dans les zones humides, mais également un développement en termes de filières, un développement harmonisé et équilibré en termes de filières, la diversification. On ne fera plus que des riz, on fera les dattes, on fera les blés, dans les zones, on fera le maraîchage, mais on fera surtout les blés et les dattes qui sont des spéculations que dans ce programme, il est prévu de développer beaucoup pour justement que l'agriculture puisse contribuer de toutes ses capacités au développement économique et social du pays. On n'aménage plus que les aménagements hydro-agricoles ne se font plus que dans la vallée. Vous constaterez qu'ils se font dans l'Afrique saharienne, donc en zone humide. Et les engrais, les semences, les produits phytosanitaires et tout ça, ça ne concerne plus la vallée seulement. Ça va concerner les zones humides et ça va concerner la culture sous pluie. Donc, à l'intérieur du même secteur, on essaie d'être juste, on essaie d'harmoniser pour que justement l'économie productive participe de toutes ses capacités, de toutes ses forces de développement économique et social du pays et à la croissance. Il en va de même pour la pêche, où on n'est plus dans le pôle de compétitivité unique de Nouadhibou, ou un tout petit peu dans une moindre mesure de Nouakchott, mais on essaie de diversifier en créant des structures de débarquement tout au long de ce qu'on appelle la zone économique exclusive, qui vont permettre justement de diversifier, d'équilibrer les secteurs et de créer des activités tout autour de l'emploi, tout autour de ces pôles. Donc on essaie de faire ce programme, son objectif, c'est que tous les secteurs productifs contribuent pleinement à la croissance économique du pays et contribuent chacun dans ses sous-composants. Ahmed? Moi, je suis très preneur de cet axe-là. L'émergence d'une économie compétitive et génératrice de croissance partagée, c'est très important. Mais vous savez que notre pays, quand même, il est d'excellence, un pays de trio pauvreté, puisque le taux de pauvreté absolue atteint, selon les statistiques du ministère des Finances, 42%, c'est-à-dire moins d'$1 par jour. C'est un pays où il y a la maladie. Nous avons un secteur de santé qui est défaillant, et c'est le gouvernement qui a reconnu. Et nous avons l'ignorance. Le trio, pauvreté, maladie, ignorance. Ignorance parce que le système éducatif également, c'est un système défaillant. Et c'est le gouvernement qui a reconnu ça. Donc nous avons, en réalité, un pays qui a vraiment besoin d'une émergence économique qui va avoir un retentissement sur les citoyens. Ça qu'on ne voit pas. Oui, nous avons des mines, nous avons de l'or, nous avons du fer, nous avons le cuivre, nous avons les hydrocarbures. Les hydrocarbures,
On connaît, sur le plan mondial, l'université extraordinaire. On les paye toujours comme si il est toujours le baril à $140. On est en réalité, on a la pêche. Mais si on cherche, si les citoyens cherchent à acheter 1 kilo de poisson, il va l'acheter au coût des yeux. Le kilo est plus de 2000. Nous avons, on dit, il y a des gens qui le disent maintenant, c'est un État boutique. C'est un État qui est en train de vendre tout. Et vendre tout, pas facilement, avec les coûts des yeux. Pourquoi il n'y a pas un rétablissement de toutes ces fortunes? L'élevage, c'est un pays qui est exportateur de tout. En matière de l'agriculture, nous avons des superficies énormes. Et malgré ça, nous avons ces critères. Sur le plan santé, n'oubliez pas que le taux de mortalité infantile, je suis médecin, et mortalité maternelle, parmi les plus élevés du monde. Hein? Et l'analphabétisme, il est de l'ordre de 70%. Un pays de 3 millions, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème. Il y a un problème, il faut le dire. Il y a un problème de gestion. Il y a un problème. Nous sommes intelligents, les Mauritaniens. Ils ne sont pas bêtes. Ils peuvent construire un pays. Mais il y a un problème de gouvernance profonde qu'il faut la reconnaître. Si vous ne reconnaissez pas, ça c'est le début. Si vous ne reconnaissez pas que nous avons des problèmes, vous n'allez jamais avancer. Un pays qui se fait civiliser, un peuple qui se fait civiliser, conscient, il reconnaît d'abord ses problèmes et les confronte. Pourquoi? Il y a la famine dans notre pays. Il y a un risque de famine. Il y a un problème d'insécurité alimentaire. Pourquoi? Alors que nous avons les poissons, nous avons un secteur d'élevage extraordinaire. Hein? Pourquoi? Et il y a un secteur agricole, il y a un problème. C'est un problème de gouvernance. Et tant qu'on n'a pas résolu le problème de la gouvernance, il n'y aura pas la paix, il n'y aura pas la démocratie, et il n'y aura jamais la valorisation du citoyen mauritanien. C'est clair. Comment, M. Amadou, ce développement-là peut-il impacter la vie du citoyen ordinaire? Bien. Moi, je crois qu'on doit partir d'un constat. Dr Ahmed a parlé de l'éducation, il a parlé de la santé, il a parlé un peu de tous les secteurs vitaux qui ont été abordés par le discours de politique générale de M. le Premier ministre. Mais ce qu'on doit dire, est-ce qu'on n'a jamais prétendu que la Mauritanie a satisfait ses besoins? Mais est-ce que pendant cette période, on a fait plus que ce qui s'était fait? Il est médecin, mais je sais même qu'il est néphrologue, ça je le sais également. Ce qu'on a fait en termes d'infrastructure, ces 6-7 dernières années, c'est juste si on en a fait depuis l'indépendance à aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas de problème. S'il n'y avait pas de problème, il ne ferait pas l'objet du discours de politique générale du Premier ministre. Mais, c'est vrai, moi quand je viens chercher du poisson, il y a à Nouakchott et à Néma du poisson qui se vend à 50 kilos, à 50 bières le kilo. Mais si je cherche du tchof, ou bien je veux manger des crevettes, mon Dieu de bon sang, il faut bien que je paye le prix. C'est comme si je veux porter un boubou chigue, je l'ai à 1200 ouguiya dans tout le commerce à Nouakchott. Mais si je veux porter un boubou à Nisbi, je vais l'acheter à 30 000 ouguiya. Il y a beaucoup plus. Le problème de la disponibilité. Il y a le problème de la disponibilité.
Les produits sont disponibles. Il y a le problème de la bourse de celui qui achète. Je crois que jusqu'à preuve du contraire, nous ne sommes pas un pays communiste où on dit chacun selon ses besoins, chacun selon ses capacités. Ça, ce n'est pas notre cas. Nous sommes un pays capitaliste. Ça, il faut le reconnaître. Il y aura des pauvres, il y aura des riches. Libéralisation oblige. C'est un pays libéral. Libéral. La Sonimex ne peut pas jouer le rôle que la Sonimex jouait les premières années de l'indépendance, où la Sonimex était quasiment l'unique importateur de Mauritanie. Mais la Sonimex aujourd'hui a un rôle de régulateur. C'est-à-dire quand la spéculation essaie d'aller au-delà de ce qui est normal, la Sonimex doit injecter suffisamment de produits pour maintenir les coûts du marché. Mais n'oublions pas également que la Sonimex a été doublée par les boutiques ML. Et ça, nous tous, nous devons saluer cette initiative parce que au jour d'aujourd'hui, si une famille peut faire son panier de la ménagère en produit de première nécessité avec 1000 ouguiya, c'est véritablement que cet axe a été bel et bien soutenu par l'État. Mais on ne dit pas non plus que tout est fait. Et le discours du Premier ministre tente à dire les choses qui restent à faire. Qui restent à faire. Ce n'est pas ce qui est déjà fait. Il dit surtout ce qui doit être fait. Pour ce qui est des marchés publics. Moi aussi, j'ai été membre et parfois même président de commission de marché. C'est qu'on avait deux types de marchés. Le marché de gré à gré et le marché d'appel d'offres. Et 90% par le passé passaient par le gré à gré. C'était l'opacité la plus totale. Mais aujourd'hui, non seulement il y a cette autorité de régulation, qui est une instance d'appel en quelque sorte, mais il y a des commissions sectorielles des marchés publics. Nous essayons de normer nos procédures pour être au diapason de ce qu'il y a de mieux dans le monde. Est-ce que nous avons atteint l'objectif à 100%? Certainement non. Certainement non. Ma conviction, c'est que c'est non, nous ne l'avons pas atteint. Mais nous tendons vers ça. Et c'est ça qui est louable. C'est ça qui est louable. Pour ce qui est des autres aspects, la concurrence, moi je suis tout à fait d'avis que l'État a un grand rôle à jouer pour promouvoir la concurrence. Nous avons choisi le libéralisme. Le libéralisme ne peut vivre qu'à l'intérieur d'une concurrence saine. Voilà. Et cela m'amène à rappeler que les marchés octroyés à l'armée, encore, dans les infrastructures, ce sont les marchés déclarés infructueux. C'est quand la concurrence, quand le privé, lui ne peut pas faire, parce qu'il lui faut ses marges de manœuvre, des marges de bénéfice, ces marges bénéficiaires. C'est quand on n'a pas, quand le privé est défaillant, c'est en ce moment seulement que l'armée prend un marché sans aucun rang. C'est surtout aussi des marchés spécialisés. Surtout le truc. Le docteur a parlé de la médecine. Moi, je sais qu'il y a eu plus de dispensaires que jamais, plus d'hôpitaux que jamais. Nous venons d'avoir une faculté de médecine, nous venons, etc., etc. Bon, la même chose pour les écoles, ces établissements d'excellence. Nous sommes en train de vouloir renforcer l'enseignement technique. Parce que tous ces mots-là, effectivement, ils sont dus à l'enseignement. Il y a certaines pratiques qui ont fait qu'on sortait à tour de bras des diplômés qui n'étaient pas compatibles avec le marché de l'emploi. Moi, j'étais gouverneur de l'Échirie, la région la plus minière par essence
depuis l'indépendance jusqu'en 2009, il n'y a pas un centre de formation professionnelle. C'est une aberration. On l'a corrigé. On corrige. Il faudrait que la formation, l'enseignement soit orienté totalement Monsieur Ba, je crois que je vais vous interrompre. Vers le marché je vais vous interrompre. Je termine sur un mot. Oui. Donc, si on ne fait pas la différence entre notre situation actuelle, parce qu'en réalité, le discours de politique générale se réfère à un constat présent aujourd'hui. Par exemple, dans ce discours de politique générale, le Premier ministre reconnaît que nous sommes loin des objectifs du millénaire, par exemple en matière de l'eau, mais que le gouvernement fera des bouchées doubles pour atteindre ces objectifs. C'est une reconnaissance qu'il y a encore des efforts à faire. Je vous remercie. Monsieur Ladji, je vais vous donner la parole, mais juste après avoir visionné le dernier axe, à savoir celui du développement des ressources humaines et règlement du niveau d'accès des populations aux services de base. Développement des ressources humaines et relèvement du niveau d'accès aux services de base. Éducation. Actualisation de la politique nationale de développement de la petite enfance, mise en place d'un arsenal juridique pour l'enseignement préscolaire. Création de 2 nouvelles écoles nationales des instituteurs. Construction et réhabilitation davantage d'infrastructures scolaires. Encourager et promouvoir le financement de la recherche scientifique, de l'édition et la créativité. Santé, construction de 6 centres hospitaliers à Néma, Kifa, Selibabi, Nouadhibou, Aleg et Attar. Construction d'un centre d'oncologie à Nouakchott, construction d'un centre hospitalier multidisciplinaire, d'un centre d'hépatologie et de maladies virales, d'un centre de cardiologie et renforcement du centre d'oncologie par une unité nucléaire. Activer le centre de contrôle des médicaments, harmonisation des prix et lutte contre la contrefaçon. Services essentiels, construction de 500 nouveaux centres de distribution d'eau, et extension de 240 autres dans les réseaux de grandes villes. Création d'un réseau d'assainissement pour la ville de Nouakchott, Selibabi, Rosso, Kéhédi et Tintane. Poursuite de la distribution gratuite de produits alimentaires et extension des centres de nutrition communautaire et les programmes ML et Ramadan. Jeunesse, enfance et femmes. Mise en place d'une politique d'emploi des jeunes et concertation autour de l'intégration de l'emploi dans les différentes politiques sectorielles. Élaboration et exécution de la stratégie nationale de la protection de l'enfance par la création d'une instance nationale de promotion de l'enfance. Application de la stratégie nationale relative au genre et à la lutte contre toute forme de discrimination à l'égard des femmes. Merci. On va rebondir sur le premier point. Mais je voudrais rappeler, moi, qu'il y a eu un an, il y a eu ce qu'on appelle les États généraux de l'éducation, où on a fait appel à l'ensemble des compétences de ce pays en la matière. On n'en parle plus. Je pense que quand on va en Mauritanie, pour les 4 millions d'habitants que nous sommes à peu près, je suis inquiet, bien qu'il y ait ici un médecin, quand on va créer une école de santé dans chaque région. Qu'est-ce qui va enseigner? Qu'est-ce qui va encadrer ceux qui vont sortir, etc. Je crois qu'il ne faut pas improviser un certain nombre de choses. C'est bien de citer un certain nombre de choses, mais les choses ont leur exigence. Je pense qu'il faut d'abord, dans ce pays, mettre en application les résultats des États généraux de l'éducation et puis faire des structures d'éducation spécialisées. Pourquoi? Parce qu'en réalité, nous avons besoin de cadres et de cadres spécialisés. Je suis de ceux qui pensent qu'il ne faut pas continuer à fermer des chômeurs. Il ne faut pas continuer à former des chômeurs. Mais le grand problème, c'est qu'on n'a pas pris le bon chemin. On a parlé de pêche, on a parlé des produits disponibles à Néma. Attention, il ne faut pas confondre le conjoncturel avec le permanent. Où sont nos pêcheurs? Qui pêche en Mauritanie?
On a dit on va débarquer des poissons tout au long de la côte. Mais il n'y a pas de pêcheurs mauritaniens pratiquement. Et les pêcheurs, quelques pêcheurs traditionnels, je ne parle pas des Émirats, les quelques pêcheurs traditionnels qui veulent s'investir dans la pêche ont les pires difficultés parce que le secteur est mal géré, parce qu'on a mis un certain nombre de lobbies, on met la main sur un certain nombre de matériels, un certain nombre de matériels spécialisés pour pêcher des produits plutôt destinés à l'extérieur. Parce que pour ce qui est destiné à l'intérieur, je vous pose la question, où sont nos pêcheurs? Jusqu'à présent, les pêcheurs le long de la côte, là, depuis le banc d'Arguin jusqu'à Saint-Louis, ce n'est pas des pêcheurs mauritaniens pour l'essentiel, malheureusement. Donc, formons les pêcheurs, formons les gens des différents métiers, mais revoyons notre système éducatif, cessons d'improviser et cessons aussi de faire des discours généraux. Parce que les discours généraux ne nourrissent pas les Mauritaniens. On a parlé d'agriculture, je suis d'accord, le blé, d'accord. J'étais, moi, très content d'aller dans la tamourtonnage, voir ce qu'on fait là-bas comme agriculture de blé. Mais nous avons des cultures traditionnelles qui sont très nourrissantes. Les cultures du mil, ce n'est pas parce que je suis de Guinée-Maka, mais la culture du mil, les cultivateurs de mil, etc., le sorgho, etc. Qu'est-ce qu'on fait pour les agriculteurs familiaux pour développer leur production? Je constate que dans ce document, on n'a pas beaucoup parlé d'élevage. Et moi, je suis inquiet. Si. On n'a pas beaucoup parlé d'élevage. Oui, on en a parlé, je sais, on en a parlé. Peut-être pas suffisamment. Vous savez, dans ce pays, une des grandes richesses qui est là, c'est l'élevage. Je pense qu'il faut se concentrer à prendre un certain nombre de mesures concrètes. On a ouvert et fermé l'école de vétérinaire de Kaïli combien de fois? On a ouvert un certain nombre d'écoles d'agriculture, on les a fermées combien de fois? Je crois qu'il faut cesser d'improviser. Il faut la continuité dans le travail de l'État. N'est-ce pas? Je crois qu'au fond, on a un certain nombre de problèmes sur lesquels il ne faut pas écrire seulement. Il faut agir. Il faut aller au fond des problèmes. Moi, je ne suis pas optimiste en disant ça parce que je me suis dit, pour terminer, je vais parler d'Aftout Sahli. L'Aftout Sahli, c'est un vieux projet qui devait être financé par qui? Par le gouvernement yougoslave dans les années 70. Donc, qui n'a jamais vu le jour. Qui n'a jamais vu le jour. On en reparle encore. Il faut cesser qu'on parle des choses. Il faut la continuité dans les idées. Les projets, c'est les trucs concrets. C'est les trucs qu'on suit. C'est les trucs qu'on réalise. Il ne faut pas revenir sur... Parce que c'est une idée merveilleuse. De prendre depuis Kermassène jusqu'à Nouakchott, sur la côte, et faire de ça un domaine de culture maraîchère pour nourrir toute la Mauritanie, ou en tout cas tout au moins Nouakchott, c'est formidable. Mais il faut le faire rapidement. Il faut le faire rapidement. Donc moi, je crois que ce qui m'inquiète, moi, c'est qu'il y a un certain nombre de choses qu'on a citées, etc. J'ai dit, bon, ben, je crois rêver, on revient encore comme avant, comme si c'est des idées nouvelles. Il y a beaucoup de choses qui ne sont pas des idées nouvelles. Contrairement à ce qu'on pense, c'est des choses qu'on répète, mais j'espère qu'on va les réaliser. Ahmed? Moi, je suis très preneur de ce texte-là, puisqu'il parle en réalité de deux pôles importants qui concernent l'enseignement, l'éducation et la santé. Ça, c'est des pôles importants. Et c'est des pôles où il y a un constat général, connu maintenant, partagé par tout le monde, qu'il y a un échec total. Ces deux systèmes, ces deux secteurs doivent être revus. Et je pense que le président de la République a consacré cette année 2015 comme une année d'éducation. C'est une bonne chose, mais évitons les slogans. Nous avons besoin de voir un système éducatif, c'est la base. Je pense qu'on doit se prêter, prendre en considération l'expérience des autres. Vous savez, au début des années 50, Bourguiba a choisi, a fait un choix stratégique pour son pays. Malgré que je ne partage pas beaucoup de choses avec lui, mais ça, je le partage. Bourguiba a demandé à ses collaborateurs de préparer un budget. Ils l'ont amené à un budget consacré à 50% pour la défense.
Et le reste est divisé sur les autres, partagé sur les autres secteurs. Bourguiba leur a dit, écoutez, la défense, nous avons deux pays frontaliers, la Libye et l'Algérie. C'est des pays pétroliers qui peuvent acheter, hein, avec le budget, 2 fois le budget de la Tunisie, l'arme, les armes. Donc il ne faut pas aller, hein, en compétitivité avec eux dans ce domaine. Et puis, le monde vient de sortir d'une guerre, d'une deuxième guerre mondiale. Les guerres vont s'atténuer pendant un certain temps. Allons vers la santé et l'éducation. La Tunisie maintenant, c'est un choix stratégique. La Tunisie maintenant, c'est le seul pays maghrébin où il n'y a pas d'analphabète. Il y a un système éducatif meilleur, il y a un système de santé qui abrite les Mauritaniens, les Libyens, les Algériens, j'étais là-bas, hein, les Marocains, les Français, les Anglais et les Espagnols. C'est déjà. Donc, un pays qui n'a pas fait des choix stratégiques dans ces domaines-là n'a pas d'avenir. Il y a un pays qui n'a pas fait des choix stratégiques en matière d'éducation qui va unir en réalité et qui va former la personnalité commune du citoyen, il n'a pas d'avenir. Je pense que malheureusement, si vous voyez, et vous voyez dans tout ce rapport-là, ce programme-là, on est moins soucié de l'homme. C'est-à-dire que si vous allez voir le budget, voilà, il n'y a pas de problème, on va acheter, on va construire, on est moins soucié de l'importance de bâtir un citoyen. On est mal payé, il y a le chômage effectivement. Mais ceux qui ne chôment pas, et qui sont fonctionnaires de l'État, vous croyez qu'ils vivent? Mais c'est pas vrai. Ils ont des conditions de vie lamentables. Et ils ont des conditions de travail lamentables. Pourquoi? Parce que tout simplement, on croyait toujours que le développement, c'est infrastructure, c'est quelque chose qu'on fait on oublie complètement l'eau. Malheureusement, il n'y a pas une politique de chômage importante ici. Monsieur le Premier ministre ne nous a pas dit combien, hein, d'emplois va nous faire cette année, voilà l'année prochaine. Il ne nous a pas dit combien il va nous former comme... J'ai rejoint monsieur l'a dit. L'important, c'est pas d'ouvrir des écoles, des systèmes, ni écoles des infirmiers. Il faut la qualité. Sinon, vous allez avoir beaucoup d'infirmiers, beaucoup d'enseignants, comme ceux qui n'ont pas la valeur qu'il faut. Zéni, nous sommes à 5 minutes de la fin de l'émission. Vous ne me donnez que 5 minutes. Non, je vous donne juste 2 minutes, même pas 5 minutes. Je vous donne juste 2 minutes. Alors, 2 minutes. Vous savez, ça c'est le plus important, c'est l'axe le plus important. Parce que comme l'a dit notre cher collègue et frère, c'est l'axe qui parle de l'homme. Et c'est tout un axe qui parle de l'homme. Donc ce serait vraiment prêché par je ne sais pas, peut-être pas lu le document, que de dire qu'on ne s'intéresse pas à l'homme dans ce document. Parce que tout l'axe 3 ne s'occupe que de l'homme. L'homme, l'enseignement, c'est l'homme de demain. Les écoles d'excellence, c'est l'élite qui va devoir diriger ce pays demain. Vous savez, on s'est retrouvé à un moment où il n'y avait pas, on ne préparait pas une élite pour diriger le pays. Donc l'enseignement d'excellence, c'est pour préparer une élite, c'est pour prendre les meilleurs, pour les préparer à diriger le pays demain. La généralisation des infrastructures de santé, c'est pour pallier les problèmes qu'il y a eu dès 2008. On a constaté qu'effectivement, l'accès à la santé était assez difficile. Donc, pourquoi on a généralisé les infrastructures de haut en bas, c'est-à-dire des structures sanitaires spécialisées vers
vers les structures de santé de base, où il est prévu de faire plusieurs centaines de centres de santé et de postes de santé durant l'exercice. Donc c'est tout un système. Mais encore une fois, on va toujours du sommet à la base, du plus complexe au plus simple. On va du centre hospitalier spécialisé, oncologie, du centre hospitalier cardiologie, du centre hospitalier universitaire, au poste de santé, au centre régional de santé. Donc c'est tout un système. Et c'est une matrice où il y a tout. Voilà. Donc je n'ai pas fini. Je voudrais simplement... Donc, donc les systèmes de santé, le système éducatif, on en a parlé, mais il y a, vous savez, le système éducatif est un tout. On ne sait jamais, c'est du préscolaire pour lequel une stratégie sera définie et des règles de fonctionnement élaborées, au scolaire pour lesquels des infrastructures scolaires seront faites, des programmes adaptés et tout, à l'universitaire, au professionnel qui va former pour le marché du travail. Donc ça, c'est un tout. C'est une vision d'ensemble qui sera mise en œuvre dans les 5 années à venir et pour laquelle une matrice très précise de mesures est faite. Alors, pour ce qui est du chômage, des chômeurs, je pense que nous sommes les premiers, son Excellence le Président de la République est le premier à avoir mis le doigt sur l'inadéquation entre la formation, ce que forment nos universités et nos écoles et les besoins de l'emploi. C'est pourquoi il y a eu tout un redéploiement du système de formation professionnelle et tout un redéploiement du système du système éducatif qui vise à les mettre en harmonie avec les besoins du marché de l'emploi. Ce n'est pas, vous savez, les secteurs éducatifs et le secteur de la santé, ce n'est pas des choses qu'on peut faire en une journée. Vous savez, M. Traoré, plus que moi, que le système éducatif, les réformes de l'enseignement, c'est des générations. Les fruits d'une réforme se ressentent au niveau d'une génération. Quand on a fait une réforme aujourd'hui, on ressent ces fruits 17 ans plus tard. Ce n'est pas demain qu'on trouvera les fruits de cette réforme, parce que c'est 17 ans plus tard qu'on aura des personnes sur le marché. Et donc, c'est des mesures à plus ou moins long terme. L'important, c'est que la vision est là, la stratégie est là, les éléments de réflexion sont là, la matrice est là dans ce programme. Voilà. Vous aurez le dernier mot. Bon, merci beaucoup. Moi, je crois qu'en réalité, la première des choses qu'il faudrait tirer comme conclusion, c'est que le discours de politique générale s'est axé sur les préoccupations essentielles. Parce qu'au moins, nous sommes d'accord que les axes abordés par ce discours sont les axes fondamentaux. Pour en revenir à l'éducation, la santé, etc., je sais, en tout cas, je suis conscient depuis l'indépendance à aujourd'hui qu'on n'a pas fait autant d'efforts dans ces deux axes majeurs. Le deuxième élément, quelqu'un a posé où sont les formateurs? Où sont les formateurs? Moi, je crois que quand on a la volonté politique, c'est très facile de recruter un formateur. D'autant plus qu'on en a. Quand on faisait l'école, l'NFVLA de Kaïdi, on avait moins de cadres. Quand on ouvrait l'école des infirmiers et sages-femmes, on avait 5 fois moins ou 20 fois moins de médecins. Donc, la matière première est là. Ce qui restait, c'est la volonté politique d'y aller. Et dans la continuité, l'année dernière, il y a eu les États généraux de l'éducation. Cette année, on a l'année de l'éducation. C'est en droite ligne. Donc, pour l'application, l'année de l'éducation doit voir se concrétiser les principales décisions prises lors des États généraux. C'est tout un processus, mais surtout qui décline une volonté politique. Une volonté politique réelle, parce que quand on parle de l'emploi, c'est tout à fait normal qu'on ait des chômeurs. Quel est l'industriel qui va recruter des poètes? L'université sort 90% de littéraires. Mais c'est normal. C'est normal. Mais dites-moi, est-ce que 2009 à aujourd'hui, on n'a pas créé plus de centres de formation professionnelle à vocation technique? Est-ce qu'on n'a pas renforcé les capacités du lycée technique? Ces gens-là, ils ne chantent pas.
il y a du travail en Mauritanie. Si on parle de l'arrivée d'étrangers, comme l'a si bien dit le doyen Ladji, c'est ce qu'il y a du travail en Mauritanie. Il reste d'être capable de le prendre. Être capable de le prendre, nous constatons tous que ceux qu'on a formés jusqu'à là n'étaient pas capables de prendre. Aujourd'hui, formons des gens qui sont capables de le prendre. C'est ce que dit en un mot le Premier ministre. Et c'est très clair, il n'y a pas de solution miracle. C'est par là qu'il faut passer. Inscrivons-nous tous résolument dans cette voie pour arriver à régler un certain nombre de problèmes. C'est vrai, la Mauritanie est un pays riche pour 3 millions d'habitants. Mais s'il faut que tout ce que nous avons, il faut que ce soit les autres qui nous les amènent. Ils vont nous le vendre au prix d'or. Voilà. Le temps qui nous est imparti est à présent terminé. Je vous renouvelle à vous quatre mes remerciements pour avoir accepté notre invitation. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Et grand merci aux équipes techniques qui ont assuré la réalisation et la diffusion de cette émission. À très vite. Les programmes continuent sur Al Mauritania. Au revoir. Merci.